aujourd'hui, 4e radio DevOps. On arrive à maintenir le format et du contenu. Et radio un peu particulière, puisque celle-ci, on va l'orienter autour de l'IA, des chatbots, des modèles de langage, ce genre de choses. Et donc on est 4 autour de la table, donc on est un de plus. Il y a 2 touristes. On va revenir dessus. Je pense qu'on va commencer par un petit tour de table, justement. Donc je vais donner la parole à Florent, tiens, en premier. Bonsoir tout le monde. Donc, petit tour de table, mon histoire avec l'IA. Toi, ta vie, ton œuvre, ton IA. Ok. Alors déjà, j'espère qu'on m'entend bien. Au niveau de l'IA, en fait, comme tout le monde, j'ai découvert ça au moment où il y a eu ChatGPT. J'ai testé l'IA. J'ai découvert qu'il y avait quand même pas mal de choses qu'on pouvait faire avec. Il y avait quand même des limites aussi. Comme tout le monde, on teste la logique de l'IA. Et puis bon, j'ai mis ça un peu de côté. Bon, voilà, c'était intéressant. Et puis, depuis février, j'ai remis un peu les mains dedans. Quand j'ai un collègue qui m'en a parlé un peu en disant ah, on peut faire tourner ça en local. Et là, c'était la spirale. Et donc là, je vais vous présenter juste après un peu un résumé de mes 2 mois de recherche. Très bien. Bonsoir tout le monde, donc moi Armel, je viens vous présenter un petit peu plutôt mon parcours utilisateur de l'IA. J'ai plusieurs modèles d'utilisation, notamment de l'utilisation en entreprise. Voilà, donc, que je vous présenterai tout à l'heure. Moi, Nicolas, je fais partie des 2 touristes avec Rémi. Je suis là parce que j'ai vu de la lumière et l'IA, du coup, reste quand même, j'imagine, un peu comme toutes les personnes présentes sinon. Et j'ai quelques questions à vous poser une fois que vous aurez fait votre présentation. Juste là pour vous inquiéter avec mes questions en fin de, de présentation. Et du coup, moi, c'est Rémi, donc le 2e touriste, mais touriste en chef. L'idée derrière cette quand même, c'est d'avoir des gens un peu plus neutres, qui sont des gens comme vous et sûrement vous dans le chat, où vous en avez entendu parler, vous avez testé un peu, et vous n'avez pas été très loin. Du coup, nous, on va ramener cet œil-là. Il y a peut-être un léger écho, mais ça devrait aller mieux après. On va ramener cet œil-là un peu novice, entre guillemets, et justement poser plein de questions. Et vous, si vous avez dans le chat pendant l'intervention, n'hésitez surtout pas. Je me ferai garant de les poser, de les transmettre à nos deux intervenants. Au menu aujourd'hui, du coup, on en a parlé un petit peu. On a d'abord Florent qui va nous faire une petite présentation bot maison. C'est depuis son garage, en direct live depuis le garage. Et on aura dans un second temps Armel qui lui va faire un truc un petit peu plus, qui va lui ramener en fait des use cases qui ont été implémentés dans son entreprise, des exemples d'applications concrètes sur lesquelles il a pu travailler. Donc il va présenter ça très rapidement et il y aura surtout beaucoup de questions pour Armel, puisque ce qui nous intrigue le plus, c'est comment on fait pour le faire dans le milieu. Et je vais laisser la main à Florent pour la première partie. Par contre, juste pour les slides, faut que je gère parce que c'est la crise des sous. Ou alors, ce que je peux faire, c'est moi, je peux diffuser depuis mon PC. Tu peux diffuser, moi, je peux. Eh ben, c'est parti. Hop, alors, tac, 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 partager, je prends la main. Partager écran. Autorisé. Une petite transition imprévue. Je ne sais pas si au niveau du retour, c'est bon. Je te suis. Si c'est bon, c'est nickel. Ok, parfait. Alors, donc, chatbot du garage à l'entreprise. Hop, tour de table. Hop. Voilà. Donc, je vais vous faire une petite présentation sur comment monter un chatbot très rapidement et sans prise de tête, le moins possible. Juste un petit disclaimer, c'est que l'IA, c'est un sujet qui évolue très très vite. Il y a des révolutions quasi tous les mois, que ce soit en termes de modèles, on verra ce que c'est après un modèle, en termes de calcul au niveau logiciel, en termes d'algorithmie. On va aussi avoir des évolutions au niveau du matériel. Donc peut-être que dans un an, pour ceux qui vont revoir la vidéo,
peut-être que le sujet aura complètement changé. Donc moi, je vais vous donner quelques petits prérequis, justement, pour éviter de faire n'importe quoi, quelques petites notions. Et donc, on va commencer assez vite, déjà, par, c'est quoi déjà un LLM? Alors, qu'est-ce qu'on entend par LLM? En fait, ça veut dire Large Language Model. Donc, c'est des modèles mathématiques. L'objectif de ce modèle mathématique, c'est de pouvoir gérer du langage naturel. C'est-à-dire, comme ce qu'on fait là actuellement, parler entre humains. NLP, c'est pour Natural Language Processing, donc c'est pour le traitement au sens où on acquiert l'information et on va le traiter. Et aussi la partie génération, ce qu'on attend, on veut quand même un retour de ChatGPT quand on écrit, enfin de notre chatbot. Et donc, c'est ça ce qu'on attend, c'est du traitement de l'information et d'en sortir quelque chose. Il y a plein d'autres sous-domaines au niveau du traitement du langage, je ne vais pas les aborder. Et d'ailleurs, là, c'est juste pour donner un petit peu de contexte par rapport à ce qu'on attend d'un LLM. Derrière le LLM, en fait, c'est un réseau de neurones. Derrière, un réseau de neurones, c'est comme les neurones qu'on a dans notre cerveau, c'est-à-dire que ça va être de l'information qu'on va regrouper dans comment dire, dans un axiome, pardon, ça va m'en revenir. Pardon, dans des dendrites. Ah, attendez, décidément, je n'y arriverai pas ce soir. Dans des, ouais, voilà. Dans des dendrites. Bref, c'est un neurone qui va regrouper de l'information et qui va en créer une valeur, on va dire globale, une somme concrètement, avec différents niveaux de pondération. Concrètement, l'utilité, c'est quoi? C'est par exemple, vous mettez une photo avec, par exemple, des chiens et des chats. Vous allez entraîner un réseau de neurones. Ce réseau de neurones va déterminer de toute la masse de pixels s'il y a un chien ou un chat. Et en fait, c'est ça l'utilité des réseaux de neurones, c'est de sortir un concept d'un groupe de données. Je résume grossièrement, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là, je résume uniquement toute la littérature que j'ai pu trouver sur Internet. D'ailleurs, les réseaux de neurones qu'on va utiliser pour les LLM, c'est une version spécialisée, c'est-à-dire que là, c'est plus, on va traiter la globalité de l'information, mais là, on va traiter une information qui est séquentielle, une phrase. Une phrase, en fait, c'est une suite d'informations, mais ces concepts sont liés, en fait, par la suite. Vous allez avoir les verbes, les actions, les noms, tout ça. C'est des concepts, en fait, qu'il va falloir extraire mathématiquement. Je m'arrête là sur l'explication. Si vous êtes curieux, vous avez le document technique sur les Transformers, donc c'est justement Google derrière, des chercheurs chez Google qui ont justement créé ce principe-là de Transformers. Et donc, il faut retenir juste, c'est que les Transformers, ça permet de traiter de l'information séquentielle, une phrase. Et à partir de là, alors, quand j'ai commencé à lire le papier, moi, ça a un peu j'ai eu beaucoup de mal à comprendre vraiment tous les concepts qui étaient derrière. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas la bonne approche, je vais faire quelque chose de plus terre à terre. Donc, comment je fais pour fabriquer un chatbot sans avoir fait une thèse chez Google? Donc, je me suis dit, bon, on va falloir des ingrédients de base. Et aujourd'hui, ça tombe bien, depuis l'apparition de ChatGPT, beaucoup de personnes, et surtout dans l'open source, se sont mis au travail. Et on a des outils qui sont arrivés sur le, on va pas dire sur le marché, mais on va dire qu'ils sont disponibles maintenant. Donc, je vais vous en citer 3 outils, sachant que je vais faire une présentation uniquement sur 2 outils, sur le premier, Jean, et le deuxième, Ollama. LM Studio, je vous en parle un petit peu parce qu'il permet aujourd'hui de faire, on va dire, des benchmarks entre différents modèles. Voilà, pour ceux qui ont envie de creuser un peu plus ce sujet, je vous mets ça en information. Mais on va parler d'abord de Jean qui est le plus facile et Ollama. Alors, je le répète un petit peu, mais en gros, c'est vraiment un outil qui est graphique. On n'est pas là, pour ceux qui ont un petit peu creusé le sujet, on n'est pas là à faire du Python ou de la ligne de commande. C'est vraiment, on clique, on sélectionne son modèle et ça télécharge et après on ouvre le chat et ça marche.
La gestion de l'accélération, elle n'est pas tout à fait présente pour l'instant. Donc ça, mais ça viendra. C'est Excuse-moi, qu'est-ce que tu entends par accélération au niveau de, c'est-à-dire la prise en compte, par exemple, du GPU. C'est-à-dire que vu que va falloir faire fonctionner ce modèle mathématique, il y a de nombreux calculs à faire derrière. Et donc, un CPU peut le faire. D'ailleurs, on va pouvoir, je vais le montrer par la suite, un CPU peut faire ces calculs, mais ça sera beaucoup plus lent comparé à un GPU. Donc, c'est pour Un ça. processeur avec carte graphique pour les mortels. Voilà. CPU, processeur et carte graphique GPU. Alors après, il y a de l'évolution, hein, c'est ce que je disais, il y a de l'évolution, c'est-à-dire que par exemple, je fais une petite digression, chez Intel, les prochaines versions de leur CPU, par exemple, vont intégrer du NPU, du Neural Processing Unit. Donc en gros, ces calculs-là pourront être faits, peut-être pas au même niveau qu'un GPU, peut-être, à voir, mais vont s'accélérer dans le temps. Ça va être des choses que le CPU va pouvoir gérer. Ollama, en fait, contrairement à Jean qui est graphique, là, Ollama, c'est la vision opposée. On est dans le même mode de fonctionnement que Docker. Donc, on veut dire fait Docker, voilà, on veut déployer quelque chose, on fait Docker Run, l'image qu'on veut, ça marche. Là, c'est la même chose. Et je vais vous le présenter par la suite. Donc, ça permet, on va dire, d'avoir un outil en CLI qui permet de rapidement déployer des modèles. Et aussi, tout comme Docker, où on a Dockerfile, et on a aussi les model files. C'est-à-dire qu'on va pouvoir spécifier la configuration de son modèle. Et d'ailleurs, je vais vous faire la présentation juste après. Justement, c'est ça qui est pertinent, en fait. C'est que vous allez pouvoir customiser des modèles. Justement, on parle des modèles depuis tout à l'heure, mais on les trouve où ces modèles? Ces modèles, aujourd'hui, vous avez par exemple plusieurs sites aujourd'hui qui les regroupent. Alors, vous avez des modèles propriétaires comme ChatGPT, mais vous avez aussi des modèles open source. Un des plus connus, par exemple, aujourd'hui, c'est le Mistral, par exemple, Mistral 7B. On va revenir après sur les noms, mais vous avez donc des modèles open source que vous pouvez télécharger sur votre machine, que vous pouvez essayer. Et aujourd'hui, l'un des gros acteurs qui regroupe tous ces modèles open source, c'est Hugging Face. Donc voilà, je vous invite, si vous êtes intéressé à ce sujet, d'aller regarder Hugging Face, ce site-là, parce que c'est à la fois, on va dire, le GitHub pour les modèles, concrètement, mais aussi il y a une source d'information qui est présente. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir des readme au sujet sur comment on fait tourner le modèle. C'est intéressant. Je regarde combien de temps j'ai passé. OK. On parle de modèles depuis tout à l'heure, mais des modèles, il y en a de toutes sortes. Et déjà, un des premiers critères qu'on a, c'est la complexité, c'est le nombre de paramètres. Alors, le nombre de paramètres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la complexité du modèle, avec, entre guillemets, derrière, ça veut dire qu'on va pouvoir lui donner des instructions complexes et il va pouvoir y répondre. Bien sûr, c'est une grosse approximation parce que ça reste quand même un modèle mathématique et les maths ne comprennent rien, par exemple, au français, à l'anglais. Ils extraient juste des concepts. Non, mais c'est. Non, mais j'allais faire la blague de ça tombe bien, moi je comprends le français mais pas les maths. Et donc, voilà. Et donc, vous allez avoir différents modèles. On va faire justement une expérience avec un modèle 2B, 7B parce que c'est assez criant en termes de différence de réponse. Après, au-delà, ça va être plus sur la qualité des réponses, sur les définitions, justement, que le modèle va pouvoir ressortir. Plus un modèle gère de paramètres, plus il demande de ressources aussi. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que sur votre machine, par exemple, vous êtes limité par la quantité de RAM que vous avez. Alors, RAM, j'englobe aussi, parce que les plus pointilleux parmi nous pourront dire qu'il y a aussi la VRAM dans la GPU, tout ça. J'englobe tout, voilà, vous avez besoin. Pour débutants. Voilà. Concrètement, plus le modèle est gros, plus ça va consommer des ressources. Donc de la RAM, de la mémoire, et il va falloir aussi du calcul derrière. Même si vous pouvez faire tourner ça sur un tout petit CPU, ça va juste mettre très très longtemps pour vous générer de l'information.
La quantisation, ça c'est un truc qui est un peu particulier, mais en fait c'est tout simplement pour dire à quel point on a dégradé le modèle. C'est-à-dire que quand on génère un modèle, en fait, on va le faire sur des jeux de données qui sont énormes, des datasets, et donc on en crée un modèle qui va être énorme. Par exemple, je vais prendre Mistral. Le Mistral sur lequel on va travailler, enfin, je vais vous faire la démo, c'est un Mistral 7B, mais il y a, à la base, c'est un modèle qui est beaucoup plus gros. C'est-à-dire que c'est pour qu'on puisse l'utiliser sur nos machines, on a exprès dégradé la qualité du modèle. Et donc, ça n'empêche pas qu'on a toujours des réponses pertinentes. Après, voilà, ça va être en termes de calcul, de rapidité, enfin, en termes de calcul, plus le modèle est dégradé, plus il sera rapide. Donc, voilà, donc c'est les différents Q2, Q2, Q3. Voilà, c'est un critère à prendre en compte. Je vous conseille de prendre généralement tout ce qui est Q4. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est ce que recommandent la plupart du temps on va dire les producteurs de modèles. C'est la norme en fait. Mais il en existe beaucoup plus haut en fait. Plus on évolue dans les Q, plus c'est dégradé. Alors non, c'est-à-dire que Q2 c'est très dégradé, Q3, enfin Q4 c'est moyen, on va dire, moyen, Q8 c'est moins dégradé, mais par contre, pareil, vous occupez plus d'espace, à la fois côté disque dur parce que le modèle est plus gros à télécharger, et aussi ça vous prend plus de RAM. Le modèle initial, du coup, il est en. Justement, il n'y a pas de notion. Alors, enfin, ça va dépendre en fait de la façon dont ça a été généré, on va dire, le modèle. Pareil, là aussi, il y a tout un monde derrière. Là, je vous fais le résumé sur un modèle, un type de format de modèle qui s'appelle le GGUF. Donc, c'est le modèle de Hugging Face, donc le repo qu'on a vu tout à l'heure. Mais en fait, il y a de nombreux formats et il n'y a pas forcément des fois la partie quantisation. Là, en fait, ça quoi. Alors là, le schéma, en fait, c'est juste pour dire que quand on va réduire aussi la quantisation, en fait, on va réduire on va dire la précision en fait des floats en fait derrière. Que bah justement notre réseau de neurones, tout à l'heure, ce que je disais, c'est une somme pondérée et en gros, on peut avoir une précision dans ces neurones. Là, par exemple, à gauche, on voit que c'est des nombres à virgule, des floats, et à droite, c'est des nombres entiers. Nombre de enfin, je sais pas trop comment on appelle ça, mais les trucs qui prennent des décisions, les neurones, peu importe le nombre de numéros avec le Q, il reste. Non, c'est juste, en gros, on va perdre de la précision dans la On va manière perdre de la d'envoyer. précision. Ouais, il reste à peu près équivalent le nombre de neurones. Par contre, c'est la précision du neurone qui baisse. Voilà, je termine vite fait sur tout le blabla technique. On peut donner donc des paramètres à notre modèle. On peut lui donner déjà une première valeur qui s'appelle la température. Concrètement, c'est quoi la température? En fait, c'est la puissance du bruit de l'aléatoire qu'on fait rentrer dans le modèle. Pour ceux qui ont déjà vu la génération avec DALL-E, en fait, pour la génération d'images, on envoie d'abord un bruit et après le modèle vient sculpter l'image par-dessus par itération. Bah là, c'est à peu près la même chose. Il y a un bruit qui est envoyé et après, par-dessus, le modèle vient sculpter sa réponse. Voilà. Vous avez le top P. Donc le top P, c'est quoi? C'est on va dire la créativité ou la créativité de la réponse. Pareil, là, c'est plus comment dire, le fait qu'on attend soit une réponse qui est très normalisée, une définition qui est, enfin, on attend que le modèle soit assez proche de ce qu'il a appris en termes de dataset, ou alors au contraire, on l'autorise à à changer un peu les formulations. Je raccourcis, parce que mathématiquement, je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer, parce que les concepts derrière sont assez hard, je ne cache pas. Mais concrètement, si vous voulez faire un chatbot pro, je vous conseille de rester plutôt dans du conventionnel en termes de valeur top P. Et si vous voulez faire comment dire, un chatbot qui vous raconte une histoire, au contraire, créativité plus plus.
Je regarde le niveau du temps. On est bien? Ok. La notion de token. Alors, token, c'est quoi en fait? Quand vous faites de la génération de texte, il ne va pas générer mot par mot. On a l'impression, mais en fait, c'est plus des groupes de lettres. Les groupes de lettres, en fait, représentent un token. Alors, il n'y a pas de. Comment dire, un token est égal à 3 lettres, ça va dépendre du modèle de l'algo qui est utilisé derrière. Mais avec ce petit bout de chaîne de caractères, le modèle va réitérer plusieurs fois et c'est comme ça qu'il construit la phrase. C'est aussi comme ça qu'est calculée la vitesse, c'est-à-dire qu'on parle en tokens par seconde quand on génère une phrase. Je termine sur l'histoire de tokens. Vu qu'on a notre unité de mesure au sein de notre modèle, et ben on va pouvoir aussi faire ce qu'on appelle le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est votre chatbot, quand vous allez écrire dessus, que vous allez dialoguer avec votre chatbot, bah, vous allez avoir tout l'historique. Et cet historique, en fait, il peut pas être tout ne peut pas être maintenu en mémoire du modèle. C'est un peu la zone de travail du modèle. Il va pouvoir s'appuyer sur ce que vous avez écrit précédemment, mais il va pas pouvoir tout retenir. Au bout d'un moment, c'est limité. Et c'est important de l'avoir en tête, par exemple, quand vous voulez charger des documents, par exemple, au sein d'un modèle, vous allez vite caper sur ces sujets-là, enfin, sur le contexte. C'est vraiment la capacité mémoire du modèle, si on résume ça grossièrement. Avant de passer à la démo, j'ai une première question Oui. qui vient du chat, qui est: j'ignorais que la créativité était paramétrable, c'est exclusif au texte ou c'est global à tous les archives de ML? Alors, c'est une bonne question. Là, j'ai pas eu le temps de creuser sur d'autres parties sur les ML. Sur le son, je l'ai pas vu. Alors après, j'ai pas été dans le détail pour le son. Pour l'image, c'est une bonne question. Il faudrait voir ça aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont pu tester. Ouais, si, ça peut dire un peu plus. Euh, On t'entend pas, Ouais. Nicolas. Ah, Tu parles un pardon, peu plus fort, ouais. pardon. Ouais, je regarde en même temps pour éviter d'être dans le rouge. Oui, donc du coup, ouais, sur les images, quand on veut générer de l'image, on peut aussi rajouter ce truc-là. Après, je sais pas, ça fonctionne, par exemple, si on envoie une image dans une IA et on lui demande, OK, repère-moi, si, j'ai n'importe quoi, quel animal se trouve sur cette image-là. Je sais pas si on peut lui rentrer ce paramètre-là pour qu'il nous sorte une réponse. J'imagine que ça doit pouvoir se faire, hein, et que si on lui envoie un papillon, il nous repère un pigeon, mais faut regarder. Il faut bien voir que d'un côté, on a des IA qui sont génératrices, et de l'autre côté, enfin, j'ai pas le vocabulaire exact, l'IA qui est là pour détecter est-ce que c'est un pigeon ou est-ce que c'est un chat, elle génère pas quelque chose, quoi. Pas le but de générer. Donc, à mon avis, elle, effectivement, elle n'a pas de degré de créativité autorisé, quoi. Voilà. À vérifier. Je pense qu'on n'a pas la réponse surtout. On fera un deuxième épisode. C'est ça, c'est la suite au prochain numéro. Hop. Vas-y, tu peux enchaîner sur la démo si tu veux. Eh ben, c'est parti. Alors, c'est vrai que je partage toujours l'écran. Hop. Donc, j'en profite. Si vous avez des questions, surtout pas, hein. Alors, je vous montre le premier logiciel. Je ne sais pas si on le voit bien sur le retour. C'est parfait. Alors, je vous présente donc le premier logiciel. Donc, c'est vraiment du Glucodrome, c'est-à-dire que là, bon, j'ai préparé des exemples en avance, il ne faut pas les regarder tout de suite. Mais concrètement, si je veux faire un nouveau chat, hop. Si je veux faire un nouveau chat, j'ai juste à cliquer ici. Je vois rien avec le soleil, c'est bien dommage. Voilà. Et donc là, je peux commencer à taper ce que je veux. Évidemment, j'ai déjà chargé le modèle. Hop. Voilà. Je lui dis bonsoir et il me répond déjà. Sachant que là, je lui ai mis un modèle qui est assez petit, justement pour la démonstration. Donc c'est un GEMA 2B, donc ça veut dire 2 milliards de paramètres, Q4.
Et c'est un modèle qui est très petit par rapport à ce qui existe, vraiment, voire même minuscule. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, en termes de RAM, c'est dommage, j'ai pas la RAM tout de suite. Faut pas regarder ce qui regarde, enfin, ce qui est dit au niveau mémoire, parce que j'ai aussi Docker qui tourne en arrière pour la suite de la démo. Mais concrètement, c'est des modèles qui vont occuper grand max 3 Go, 4 Go de RAM, grand maximum. Donc là, vous voyez déjà la réponse avec un 2B, bon, c'est assez court. Et je vais faire la même chose avec un Mistral. C'est quoi la question que tu lui as posée? Juste dit bonsoir. Et là, vous allez voir déjà avec bonsoir, déjà ça a changé un peu. Pendant que ça se génère, moi j'ai une petite question du coup. Hmm. Si on vous a parlé du coup de 7B, de Q4, Mhm. si sur un modèle 7B, Q2 avec beaucoup de pertes, ou 2B, Q8, quelles vont être les différences du coup? Et est-ce qu'on peut retrouver des similitudes dans les réponses? On va avoir de l'approximation. Alors, alors, déjà, il faut voir qu'un modèle déjà est entraîné avec on va dire un jeu de données, un dataset derrière. Et on n'entraîne pas, par exemple, le modèle GEMA, il n'est pas entraîné avec les mêmes jeux de données. Ça a son importance parce qu'en fonction avec le jeu de données que tu utilises, tu vas spécialiser ton modèle. Aujourd'hui, tu as des jeux de données qui sont orientés pour faire du code, par exemple, pour faire des modèles, on va dire des modèles comme Copilot, tout ça, où en gros, on leur fait manger que des couples questions-réponses sur du code. Il y a d'autres modèles où on va juste leur faire, on va essayer de les faire plutôt, on va dire, une culture générale et assez vaste. Et par exemple, sur le code, elles vont être complètement à la rue, tout ça. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'en gros, les modèles, le GEMA 2B, en fait, il doit y avoir que des couples réponses qui sont assez basiques. Et d'ailleurs, je vais vous montrer après, par exemple, sur la définition du Kelvin, tu poses la question à GEMA, bah, limite, je peux le montrer dès maintenant. Mais par exemple, voilà. Là, je vais demander, alors là, c'est un modèle GEMA, donc 2B. Je vais demander la définition du Kelvin. Et là, tout de suite, on voit que c'est incompréhensible. Le Kelvin K est une unité de température qui mesure la haute stéticité. Alors, oui, la coldesticité. Bon, c'est voilà. C'est cohérent en Voilà. anglais, quoi. Ouais, il essaye d'être cohérent, mais bon, il réinvente un peu le français au passage. Il est égal à 1 grade Celsius. Voilà. Perdu. Non, voilà. Et c'est pour ça, c'est important. Hein, bon, on le répète, hein, c'est des modèles mathématiques. Ils essayent de prédire le prochain mot. Ils ne sont pas là pour dire la vérité. Ils sont là pour prédire ce qui est probable. Enfin, d'avoir quelque chose qui peut sembler être la réalité. Mais ça ne dit jamais la vérité, attention. Et donc là, vous voyez, tu as déjà avec un modèle, un GEMA 2B, tu vois déjà la différence sur la réponse. Ça ne sert à rien. C'est pas avec ce genre de modèle-là que tu vas lui demander. À côté de ça, tu lui demandes par exemple un Mistral. Toujours la même question, hein, la définition du Kelvin. Et là, tout de suite, tu as quelque chose d'un peu plus cohérent. Donc là, on parle de température absolue, là, avec quelques petites références, par exemple, par rapport au degré Celsius et au 0 Kelvin. Pareil, je ne vais pas tout vérifier. Peut-être que les experts en physique nous diront que, ah non, il y a une faute là. Les modèles ne sont pas là pour dire la vérité. Mais du point de vue de quelqu'un qui a quelques notions physiques et sans plus, paraît cohérent. Mais c'est ouais, une remarque qu'on a la première, on dirait un baratineur professionnel. Quand tu lui poses une question à laquelle il ne sait pas répondre, quoi. Exactement. Le Kelvin, c'est le zéro absolu. Ici, pas ça, vous. Exactement. Et donc, je reviens juste au tout début. Donc là, pour le premier test qu'on avait fait avec GEMA 2, avec juste bonsoir. Donc, on avait une réponse assez courte avec GEMA 2. Et là, avec Mistral, avec les mêmes configurations, là, tout de suite, on a quelque chose d'exhaustif. Alors, peut-être même
à côté de la plaque, parce que là, je suis en train de regarder, de lire la réponse en même temps. Parce qu'il va y avoir un petit peu d'inattendu, hein, des fois. Alors, des fois, il va s'exprimer en français, des fois, il va s'exprimer en anglais. Là, il a décidé que non. Non, là, il a décidé que non. Et voilà. Et tout ça pour dire que voilà, le Mistral, par exemple, il va faire des réponses un peu plus longues. Une petite question slash remarque. On a vu finalement déployer ton modèle une fois que tu as choisi tes paramètres, etc. Ça a pris 2 minutes, quoi. Enfin, Alors là, en fait, parce que j'ai déjà téléchargé le modèle, c'est-à-dire que ok. pour les besoins du direct, j'ai déjà téléchargé le modèle, le Mistral Instruct, par exemple, je l'ai déjà téléchargé. Ça Du coup, pèse 4 c'est gigas. ouais. C'est 4 gigas de modèle téléchargé, mais vous avez des modèles qui sont beaucoup plus gros. Si on regarde par exemple, alors, le plus connu, c'est le Mixtral. Si on regarde Mixtral, pardon, voilà, on prend celui-là, il fait 24, un peu plus de 24 gigas. Voilà. Et pareil, en RAM, il faut s'attendre à avoir 32 gigas de RAM mangé par ce Ouais, modèle. parce que finalement, le stockage, c'est pas tant le problème. Voilà. C'est plutôt la RAM. RAM et aussi CPU, parce que si tu veux une réponse assez rapide, en fait, finalement, même le CPU et le GPU vont devenir problématiques. Alors, il y a des cas où ça marche. Par exemple, si tu es là juste pour lire une histoire, et ben, comment dire, avoir une vitesse de génération lente, c'est pas grave. Par contre, si tu veux travailler si tu veux avoir un équivalent copilote, là, tu t'attends une réponse quasi immédiate, en fait. Et là, par contre, va faire une génération de tokens qui soit très, très rapide. Je passe par, enfin, j'arrête la petite démo sur Jean, J'en mais profite pour poser une question qui vient de chat. Que les erreurs de français que fait l'IA peuvent venir du fait qu'il ne soit pas entraîné à interpréter la langue? en partie, parce que même avec des modèles, là, le modèle, par exemple, Mistral, c'est un modèle qui est français. Et donc, même s'ils disent que c'est un modèle qui a été entraîné avec des jeux de données anglais, et donc normalement on ne sait parler que l'anglais, en fait, on peut parler en français par exemple, avec un Mistral 7B sans problème. Mais j'ai déjà eu des erreurs, par exemple avec un Mixtral. Donc là, un Mixtral, c'est le modèle au-dessus, on va dire, de celui qu'on parle. J'ai déjà eu aussi des fautes, peut-être venant de ma part, parce que vu qu'il se nourrit de ce que vous lui donnez, si vous faites des fautes d'orthographe, ça, dans votre chat, en fait, il est possible qu'il reprenne aussi ses fautes. Ok. Donc, là, très rapidement, parce que là, on change d'outil. Là, on va sur Olama. Ah non, c'est VS Code. Non, je vous montre juste donc Olama. Donc là, c'est un outil en CLI. J'espère juste que côté retour, c'est bon au niveau de la vision. On voit la console, Parfait. on voit le Olama Run Mistral. Alors, ça va être compliqué à une main à chaque fois. Mais là, Olama, donc là, je vous passe les étapes. Je vous passe toutes les étapes d'installation et tout ça. C'est pas compliqué, hein, c'est de l'installation basique. Et comme pour Docker, vous avez Olama Run Mistral. Vous faites entrer, vous laissez mouiner. Alors évidemment, dans la pratique, il va vous télécharger le modèle si vous ne l'avez pas déjà, comme Docker. Voilà, il va télécharger l'image, là, il télécharge le modèle. Et là, c'est bon, vous pouvez déjà lui dire bonsoir et il va vous donner une réponse. Vous voyez tout de suite, c'est un peu plus rapide que tout à l'heure. Pourquoi? Parce que Olama, il sait utiliser le GPU. Okay. Donc voilà, pour référence, sur ma machine actuellement, j'ai une RTX 3060. Voilà, ça vous permet d'avoir une petite référence en termes de rapidité. J'arrive à avoir du 50 tokens sur un 7B. Donc ça génère 50 tokens secondes, ouais, donc génère des phrases par seconde. Quoi. Voilà, là c'est à peu près. Et d'ailleurs, on fera les stats après. Donc voilà. Donc ça, c'est voilà, on peut très rapidement faire un chatbot. Je vais dire au revoir. Et après, ce qu'on aimerait bien faire, c'est avoir un chatbot personnalisé. Et donc là, on a la technique des model files. Donc, model file, c'est quoi? C'est dommage, j'ai le petit encart partagé. Mais un model file, c'est quoi? Comme vous avez pour Dockerfile, vous pouvez décrire comment on construit votre conteneur. Et là, vous avez la même chose, vous allez pouvoir décrire votre modèle. Donc, on va partir d'un Mistral.
C'est littéralement. Je reconnais cette syntaxe. On part d'un Mistral, on lui donne la température, ce qu'on disait tout à l'heure. Le num, c'était X, donc ça, c'est le contexte d'exécution. Et après, on va lui donner un truc. Par exemple, on va lui donner on va dire comment dire, des instructions pour comment il doit se comporter. Et donc là, comme instruction, je vais lui donner, tu as un assistant virtuel pour les consultants d'Extia, une ESN, tu as des connaissances sur le code, le DevOps, les démarches RH, administratives, tu fais des réponses simples et courtes. Vous allez voir, c'est assez drôle. Et tu finis tes phrases par cordialement ExtiaBot. Là, justement, ça va donner un peu quelques limites, cadrer un petit peu le modèle. Donc là, très rapidement, j'ai mon modèle file. Donc, hop, tac, tac. Donc là, il va me générer mon modèle. Là, on retrouve un petit peu, voilà, il va retélécharger, mais vu qu'il a déjà en local, bon, il va pas tout réécrire, mais il a déjà le modèle. Et voilà. Et là, il a créé le bot. Il n'y a plus qu'à le lancer. Voilà. Et donc là, run ExtiaBot. Là. Et là, je vais lui poser la question, qui est... Et là, il nous donne tout de suite une réponse qui est un peu plus formatée parce qu'on lui a donné des instructions précédemment dans notre model file. Voilà, donc il va nous dire que c'est un assistant virtuel. Voilà. Tu peux poser la question aux deux, c'est quoi Extia? Alors, justement. Ou je te mets dans l'embarras. Justement, mais très bonne, parce que Extia, il ne connaît pas, c'est pas un concept qu'il connaît. Par exemple, si je lui demande, alors, je vais poser le micro. Donc là, je lui pose la question, c'est quoi Extia? Visiblement, ouais, il s'appuie sur le contexte. Mais je vais le tricher. Je vais le tricher. Partenariat avec Experis, une filière de Manpower. Ouais, là, on est bon là. Il a sorti le pipeau et il a joué un air. Alors, là, tout de suite, là, il baratine. Et ça se voit. Exportia est une marque commerciale, voilà, de l'entreprise Extia. Est-ce que c'est la vérité? Bon. On voit tout de suite qu'il essaie de baratiner. Justement, comme c'est un modèle qui est entraîné, il n'a pas la science infuse, donc c'est pour ça que moi, je vais lui préparer une anti-sèche. Et donc, j'ai retrouvé depuis le site web d'Extia, un article sur Exportia. Donc, je vais pouvoir lui donner à manger. Bon, lui donner à manger comme ça, c'est un peu compliqué, donc je suis feignant, donc j'utilise une interface qui va bien derrière. Okay. Donc là, Ollama propose une API. Cette API, vous pouvez l'attaquer via différents outils de front qui existent. Aujourd'hui, là, j'utilise Open Web UI qui permet justement d'aller interroger l'API et lui donner plein de choses. Par exemple, donc là, pareil, on peut sélectionner le modèle qu'on a, donc ExtiaBot, pour vérifier que c'est bien la bonne config. Alors, qui es-tu? Voilà. Donc là, voilà, il en donne à peu près les mêmes réponses. Et je vais pouvoir lui donner à manger un fichier, mon petit article, voilà. Et là, je vais pouvoir lui donner, lui poser la fameuse question. Assistant micro. C'est quoi Exportia? Et là, tout de suite, il va donner une réponse. Alors, justement, ça, c'est la magie du direct. C'est que des fois, il donne en français, soit il donne en anglais. Mais néanmoins, la réponse est quand même assez pertinente. Voilà, la réponse est assez pertinente, sachant que je vous mets VS Code. Voilà, tac. Je vous mets à côté ça. Et c'est beau. C'est beau. Voilà, et on baisse ça. Et là, voilà. Et là, on a quand même des informations qu'on retrouve. Alors, les 300... c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'il ne fait pas de retour scénario. Mais on retrouve des éléments assez précis. Donc, on retrouve Loïc, on retrouve les 300 Extiens, on retrouve les différents jeux sur Exportia. Essayer de lui faire manger, oui.
IA est du positif. Alors, oui, j'ai fait des expériences assez idiotes. Par exemple, lui donner la page d'un politicien connu et demander des réponses sur les affaires sur lesquelles ça tourne. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le modèle donc, va prendre en compte les données que tu lui donnes en entrée, mais il va aussi essayer de baratiner, lié un peu avec ce qu'il connaît. Il va lui manquer toutes les références externes. Voilà. Ok. Parce que j'imagine, avec notre IA pour essayer. J'extrapole. Mhm. Est-ce qu'il y a possibilité de rajouter des règles de filtrage disant cette information-là, tu la vois, mais tu la prends pas en compte? Je te pose une colle. Ah, là, c'est une colle, là, je suis pas à ce Ok, niveau-là. ok, ok. Parce J'ai que un peu trop extrapolé. Ça marche. juste comme ça, un petit disclaimer aussi, faites attention, tous les réseaux sociaux, par exemple, n'autorisent pas les bots. Par exemple, si vous utilisez un bot pour répondre sur LinkedIn, vous pouvez vous faire ban. Voilà. C'est pour ça que tu as recréé un compte récemment. Faut pas le dire. Voilà. Du coup, on a une terre à terre de comment on implémente ces premiers chatbots, etc. Et là, on va passer à une autre approche, c'est celle de comment les modèles d'IA peuvent être utilisés dans une entreprise, dans des modèles d'applications professionnelles, quoi. Tout à fait. Alors, du coup, moi, mon objectif, ça va être de vous montrer quelques petits use cases que j'ai pu rencontrer. Du coup, j'en ai sélectionné 5 principaux. Le tout premier que j'ai sélectionné, en fait, c'est sur téléphone mobile. C'est en discutant avec Florent pendant une réunion où je me suis tout simplement rendu compte qu'une IA générative ne cherchait qu'à prédire le prochain mot. Et j'ai trouvé ça très intéressant de se dire qu'en fait, on en avait tous un sur notre téléphone et que finalement, en fait, les premiers modèles d'IA, ils remontent un peu plus longtemps que ce qu'on imagine et ça remonte à un peu plus longtemps que ChatGPT. Voilà, donc ça, c'était le premier use case que j'ai trouvé intéressant. Le deuxième use case que du coup qu'on a dans notre entreprise, c'est un formulaire client qu'un client peut remplir. Donc, Forms, Typeform, forme Google Forms, etc. Enfin bref, on l'a fait passer un petit peu les réponses dans une petite moulinette qui va chercher, donc du coup avec du Power Automate, qui va interroger le chat GPT, en l'occurrence, puisque c'est le modèle on a choisi d'interroger. Avec la licence payante, c'est possible grâce du coup aux API. Et derrière, ça envoie toutes les données dans un Power BI qui nous permet de faire la génération en fait, d'un rapport qui ira avec. Donc ça nous permet notamment de permettre à nos clients de faire un petit état des lieux de sécurité de leur entreprise en général. Hein, donc c'est quelque chose qui est disponible pour n'importe quelle entreprise et l'objectif du coup de ChatGPT est purement de donner un descriptif de l'entreprise, dire bah voilà, vous avez plus ou moins de budget pour votre sécurité. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller de faire pour évidemment une petite pub à la fin pour notre entreprise en disant rapprochez-vous de votre de votre commercial. Voilà. J'ai un autre use case qui ressemble quand même assez énormément au premier. En fait, le principe, c'est j'ai des gens à la communication dans l'entreprise qui cherchent à générer des articles régulièrement, notamment sur LinkedIn, Facebook, etc. Générer des articles. Et l'objectif, c'est tout simplement de se faciliter la vie en remplissant un formulaire, en n'ayant pas besoin d'écrire les phrases en entier, en donnant juste des mots-clés, tout simplement. Et à la fin de la génération par Power Automate qui va aller chercher ChatGPT, du coup, ça va permettre de générer les articles. Une fois qu'ils sont générés, toujours pareil, on peut les envoyer en direct sur les réseaux. Donc voilà. Le quatrième use case, donc là, me concerne un petit peu plus directement et je travaille pas pour quelqu'un à ce moment-là, si je travaille pour moi-même. Je me fais beaucoup assister par les IA pour m'aider à générer mon code.
Alors, générer le code, j'ai fait beaucoup d'essais. ChatGPT m'aide beaucoup, comme d'autres, on en connaît d'autres, les copilotes, etc. S'il y a une seule chose que j'ai réussi à bien cerner sur la génération de code, c'est que clairement, il ne fera pas le programme pour moi. Peut me permettre de faire des petits bouts, de faire des liaisons, de comprendre certains mécanismes. Mais par contre, si moi je ne suis pas là pour créer le programme, il ne pourra pas tout faire. Je ne peux pas lui donner un cahier des charges, il fera tout seul. Voilà ce que j'ai réussi à avoir là-dessus. Et du coup, une dernière use case, du coup, c'est de l'aide à la création de contenu. Donc cette aide à la création de contenu, c'est permettre de rédiger plus rapidement des documentations sur certains sujets. Voilà, donc c'est un petit peu le use case que j'ai rencontré et ça permet de faire de la documentation plus rapidement sur certaines applications. Ça peut être un peu intéressant de ne pas se taper la doc parce qu'on sait qu'autrement elle n'est jamais à jour de toute façon. Voilà un petit peu tous les use cases que j'ai pu rencontrer et Et donc là, Et la maintenant, suite, c'est la suite, c'est- Alors, des c'est à questions. vous, c'est à vous d'essayer de me c'est manger. ça. C'est là, j'ai 3 pages de questions. Ça tombe bien. Parfait, allons-y. Écoute. Sonneur. Ok. Pour reprendre là, ce dont tu parlais pour la génération, moi, ça m'a un petit peu fait tiquer parce que, alors ça dépend de la qualité des articles, la complexité des articles à temps plein. Est-ce qu'il y a de la relecture? Est-ce que c'est de la relecture systématique? Est-ce que c'est plein d'articles que vous générez court, mais est-ce que vous reprenez juste un pool d'échantillons au hasard pour vérifier un petit peu ce qui est écrit? Les retours utilisateurs sur ces articles-là, est-ce que ça a pu améliorer la communication d'entreprise? J'ai plein de questions. Alors, du coup, je vais commencer par répondre aux quelques premières que j'ai réussi à, à choper. La première, c'est la vérification. Alors, tous les articles, en fait, sont vérifiés manuellement. L'objectif est réellement de faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de les générer nous-mêmes. Et du coup, qu'ils aient tout le temps la même forme, qu'on sache exactement où est-ce que ça va. Ça va toujours répondre à la forme de communication de notre entreprise. Et déjà, rien que ça va permettre vraiment de gagner énormément de temps, de ne pas se dire ah, mais j'ai oublié, moi, mon entreprise, elle a forcément à mettre dans son article un petit mot pour la planète. Bah là, ça sera forcément fait puisque du coup, c'est quelque chose, c'est un message qui est automatique. Sachant que les envois, les messages qu'on envoie à ChatGPT sont formatés par nous. Donc ça veut dire qu'on a passé énormément de temps à formater la demande qui est la plus importante. Du coup, la question tiroir, c'est est-ce que vous avez gagné du temps, ce genre de techno, dans la rédaction des articles, ou est-ce que finalement vous avez transféré le temps de rédaction en temps de relecture et de maintien des réponses? Alors, ça dépend des cas. Le premier cas dont j'ai vraiment parlé, où c'était pour le formulaire client, là, à ce moment-là, on a un énorme gain de temps, surtout d'un gain de temps technique. C'est-à-dire qu'on essaie de répondre à un client en sorte qu'il comprenne l'état de son système. Et ça, c'est uniquement un technicien qui va pouvoir le rédiger. Le problème, c'est que le projet est porté par un commercial proche d'un technicien. Ils montent ensemble le projet pour étudier le cas du client, que derrière, ils fassent des propositions. Ça demande énormément de temps, non pas à une personne, mais à plusieurs. Alors que du coup, on se rend compte qu'un commercial, il est tout à fait capable de regarder ce qu'a généré l'IA et d'être capable de relire et du coup relire seul l'information. Donc du coup, on a gagné le temps d'au moins une personne. Et en termes de retour client et les communications des articles, est-ce que déjà vous communiquez sur le fait que c'est des articles qui soient générés par IA? Et est-ce que sur les et les retours clients sont qu'il y a eu un changement d'amélioration des retours clients? Ou est-ce que c'est resté je sais pas si c'est Alors, pour le moment déjà, on n'a pas un gros parc, on n'a pas un gros retour. Pour le moment, on a eu sur la dizaine de clients, parce que ça représente quand même pas beaucoup de monde,
la dizaine de clients qui l'a rempli, on a eu 5 personnes qui sont quand même revenues vers le commercial pour poser des questions sur l'article. Finalement, en fait, à partir du moment où le client revient vers nous pour poser la question, Gagnant pour vous. déjà c'est gagné. Donc finalement, en fait, ça a porté ses fruits, même si au final, tout à l'intérieur ne sera pas forcément parfait. À partir du moment où on a réussi à toucher d'un côté, pour nous, ça a suffi pour gagner et faire parler de nous tout simplement. Et par contre, non, on ne communique pas sur le fait que ça soit l'IA qui l'ait généré. Sachant que l'article arrive dans les 3 minutes dans la boîte mail, ils peuvent se douter que. À la main. Ouais. Voilà. Regarde, il y a des dans le chat. Faut que tu te rapproches du micro quand tu parles, Nicolas, hein, si jamais. Pardon, j'y penserai la prochaine fois. Est-ce que dans l'IA, est-ce qu'elle peut vous engager à des choses, entre guillemets, où il y a des garde-fous, ou est-ce que vous maîtrisez, enfin, comment dire plutôt, le périmètre de la réponse que l'IA donne, est-ce que déjà elle engage votre responsabilité? Par exemple, tu dis elle génère des rapports de sécurité. Est-ce que est-ce que l'IA peut dire une dinguerie dans votre rapport, ou est-ce que vous avez des garde-fous? Et si elle dit une dinguerie dans le rapport, est-ce que vous avez est-ce que vous avez ce use case, comment vous gérez ça? Alors, on a vu au départ que pour communiquer avec l'IA, il faut lui envoyer quelque chose au départ. Il faut lui envoyer une question. En fait, c'est la complexité de cette question qui va donner les garde-fous. Là, tout à l'heure, on lui a dit bonsoir et elle nous répond quelque chose. Génial, mais finalement, ça lui donne que très peu d'informations. Si on lui donne beaucoup plus d'informations, j'ai pris un tout petit extrait. Et quand je dis vraiment que c'est un petit extrait, ça veut dire que nous, notre prompt de base, il fait à peu près 75 lignes de mémoire. Ah ouais. Sur les premiers modèles de ChatGPT, en fait, on dégommait le nombre de tokens et du coup, l'IA n'était pas capable de nous répondre parce que du coup, elle n'arrivait pas à retenir qu'on lui avait envoyé. Et voilà, simplement. Donc là, j'ai fait un petit extrait du prompt qu'on envoie. C'est tu es consultant tu es consultant cybersécurité dans une ESN française de 2000 personnes, dont la promesse est de prendre soin des personnes, de l'infrastructure, changement éco-responsable. Tu le vous vois. Aussi de se dire que oui, il va falloir qu'on lui donne un petit peu un contexte aussi, un petit garde-fou. C'est pas ton poteau. Et il y a certaines IA, notamment l'IA de Google qui nous répond en nous tutoyant. Donc c'est important qu'on puisse lui dire ce genre de choses. Le ton que tu emploies est positif. Les préconisations comportent des actions à mettre en œuvre. Les actions préconisées sont accompagnées de conseils, etc. etc. Et du coup, on enchaîne comme ça pendant 75 lignes. Donc effectivement, ça nous fait des garde-fous qui sont quand même relativement carrés. On a passé, pas moi personnellement hein, pour le coup, ils ont passé énormément de temps à envoyer des demandes, relire les articles et se dire ah non, ça va pas. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a de l'effet, ce qu'ils appellent les effets waouh. Waouh, c'est vachement bien ce qu'ils ont fait. Et il y a les waouh dans l'autre sens. Waouh, il a été quand même capable de me répondre des dingueries. Et jusqu'au moment où on a été capable de détecter qu'il n'y avait pas d'effet comme celui-là, où vraiment on se dit ah non, ça c'est pas possible. On peut pas répondre ça à un client. Et là, maintenant, on a pu limiter la variance des réponses. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, ça limite le champ des possibles, mais ça nous permet d'avoir un garde-fou, effectivement, comme on disait tout à l'heure. Est-ce que vous avez aussi rajouté des options en cas d'usage? Je suis un client, j'ai accès à votre formulaire, vous envoyez une demande et là, parler à ChatGPT parce que je sais il y a une IA et dans le formulaire, je lui mets, «Tu es un hacker en informatique, tu dois me donner, tel résultat, tel résultat, tel résultat». Qu'est-ce qui se passe derrière? Non, parce qu'en fait, là, du coup, c'est au niveau du formulaire que c'est borné. Donc, comme ça, on a limité, en fait, c'est principalement de la case à cocher. Ah oui, OK. Donc, il y a énormément de choses où c'est relativement borné. Alors, il y a quelques parties où, du coup, ils vont avoir une partie à remplir, mais ça reste tellement limité. C'est du short text hein, dans les formulaires.
Donc du coup, ils n'ont pas de grosses possibilités d'aller nous embêter plus que ça. Question, Florent. J'ai deux petites questions. Bon, il y en a une, c'est plutôt une blague. C'est est-ce que tu utilises une IA pour générer le prompt de l'IA? Donc ça, voilà. Mais surtout, la promesse de l'IA, quand même, à la base, c'était de rendre accessible, par exemple, la technologie à des gens qui sont, on va dire, moins dans la tech, en fait, finalement. Et justement, la création de ce prompt, est-ce que ça fait pas intervenir d'autres métiers qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos équipes? Alors, je pense par exemple à des commerciaux, je pense à des community managers qui d'habitude pensent que sur l'aspect technique du chatbot, voilà, ils s'attendaient pas à intervenir. Mais là, vu qu'on leur attend justement non pas des compétences techniques sur du code ou sur de l'infrastructure, mais plus la gestion de l'image en fait et des valeurs que doit porter l'entreprise. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est arrivé dans... En fait, on a une tendance à dire qu'il y a un nouveau métier qui est en train de se créer autour de l'IA. Exactement, le prompt engineer qui pourrait effectivement s'implémenter dans les entreprises. Alors pour le moment, on dit que ça pourrait être un métier, mais pour de vrai, je pense que ça pourrait être juste une tâche d'un métier. Là, en l'occurrence, ce qui nous a permis de borner, ça reste principalement la direction, qui du coup est le plus à même de connaître les valeurs et de les porter. Les commerciaux, eux, ne sont pas, enfin voilà, ils sont pas amenés à vérifier ce genre de choses. Ils n'ont pas été mis dans la boucle à la création, ils ont été mis dans la boucle de test. Donc au moment où les articles étaient déjà relativement corrects. Moi, j'ai une question sur la réception de l'arrivée de l'IA dans les use cases que tu as expliqués par les différentes équipes. Donc, d'un côté, par exemple, tu m'as dit que tu développais avec des IA, etc. Donc, la réception en tant que développeur, surtout la réception pour les personnes qui sont dans la communication et la rédaction des fameux articles, etc. Eux, comment ils perçoivent ça? Est-ce qu'ils ont vu d'abord un danger ou est-ce qu'au contraire, ils sont enthousiastes? Est-ce qu'il n'y a pas un peu la peur de la boîte de Pandore, quoi? Alors moi, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui est plutôt créative. Donc du coup, j'ai des gens qui sont plutôt assez ouverts à tout ça. Il y a souvent une réaction d'un petit peu de peur de se dire oui, mais attends, c'est moi qui faisais ça, qu'est-ce que je vais faire à la place? Et finalement, en fait, très rapidement, une fois qu'on leur a bien expliqué que en fait, ça va juste les aider à faire les tâches reloues, ça va tout de suite un petit peu mieux et finalement, ils se rendent compte qu'ils ont quand même une plus-value en fait. L'IA bien expliquée, on comprend rapidement que de toute façon, elle ne pourra pas faire le travail pour nous. Elle va nous le faciliter, elle va nous permettre de faire des tâches un petit peu redondantes, on l'entraîne correctement, mais derrière, elle ne pourra jamais nous remplacer en entier. En tout cas, pour le moment, je parle comme Florent, dans un an, tout aura changé. Peut-être que ce meet-up va très mal vieillir. Moi, j'avais une question, mais je pense que c'est peut-être la question de la fin. Bon, je pense qu'on peut prendre si on a encore des questions. J'aurais bien aimé, du coup, connaître vos points de vue et vos projections sur long et très long terme. Disons, qu'est-ce que pour vous va devenir l'IA dans 5 ans? Qu'est-ce qu'elle sera dans 50 ans? On est complètement dans l'imaginaire, mais j'aimerais bien avoir vos points de vue là-dessus et un petit peu, pour vous, vers quoi ça va se diriger? Quel, je sais pas, nouveau cas d'usage on pourra découvrir? Elle n'est pas évidente ta question. Non, elle n'est pas évidente. Je l'ai pas envoyée par mail, celle-ci. Vous n'avez pas eu le temps de la préparer, effectivement. Ok. Là, la première chose qui me vient, c'est que déjà, ça va évoluer et ça va être beaucoup plus borné que ce qu'on connaît jusqu'à présent. En fait, pour le moment, c'est une nouvelle technologie. Donc forcément, tout le monde en fait un peu ce qu'il veut, n'importe comment. Et je pense qu'il va y avoir un moment où l'IA, il va y avoir des bornes qui vont être fixées euh, pour faire en sorte que tout le monde ne puisse pas en faire n'importe quoi. Je pense qu'il y a des usages qui seront interdits par l'IA. Est-ce que par l'IA, on va autoriser de rédiger une ordonnance médicale?
Je pense que ça va être, ça pourrait être borné, peut-être avec des fonctions de concept et des fonctions de branches de métier, etc. Et je pense que c'est surtout les IA un petit peu plus populaires qui vont être bien bornées pour essayer de faire en sorte, notamment, on sait tous que si on demande à ChatGPT comment on hack l'entreprise à côté, il nous le dit pas. Ça fait. Sauf si tu le tournes vachement bien. Voilà, donc du coup, il y a déjà des bornes qui ont été fixées, mais je pense qu'elles vont être fixées plus par la loi, et même si ça va évoluer énormément, ça va se faire de plus en plus. On n'est pas d'accord à côté. Exactement, parce qu'en fait, justement, aujourd'hui, tu prends ChatGPT comme exemple, il y a des bornes qui sont implémentées dans le prompt. Il faut savoir que dans justement la plateforme Hugging Face qui stocke des modèles, il y a des modèles où justement il n'y a pas de censure dedans. Voilà, je pose ça là. Évidemment, vous êtes responsable de ce que vous faites. Attention. Mais voilà, je pense que déjà, en fait, les limites ont déjà été cassées à ce niveau-là. De toute façon, pareil, ChatGPT, en fait, il y a tout un sport national voire même mondial, pour échapper aux restrictions. Voilà. Et je ne vous dirai pas d'aller sur Reddit pour trouver le sub qui fait ça. Et c'est très intéressant parce que ça montre à quel point en fait un modèle de langage est manipulable en fait. Donc pour un usage professionnel, c'est impératif d'avoir on va dire des garde-fous et des logs pour justement voir toutes les dérives qu'il pourrait y avoir. Ça va être compliqué parce que là c'est vraiment on est au même niveau. Pour moi, je qualifie ça vraiment comme de l'ingénierie sociale. C'est au même niveau. On est là, on est sur quelque chose où c'est très humain comme fonctionnement. Et ton point de vue, du coup, sur l'IA dans 50 ans? Et ben, alors, en résumé, aujourd'hui, clairement, il faut pas s'inquiéter par rapport, je veux dire, aux emplois et tout ça, dans la mesure où l'IA n'est pas capable encore, je dis bien encore, faire de l'innovation. C'est-à-dire que pour avoir joué quand même pas mal de temps avec l'IA, en tout cas avec les modèles de langage, il ne crée rien de nouveau. Il ne fait que reproduire des choses qu'il a déjà vues. Donc, si vous voulez quelque chose d'innovant, passez pas par des LLM. Parfait pour une série Netflix. Exactement. Et donc, mais ça, c'est aujourd'hui. Après, clairement, c'est parce que comment les modèles vont évoluer, comment ils vont pouvoir rajouter, on va dire, du hasard, du chaos, en fait, finalement, parce que c'est ce qui manque, en fait, dans ces modèles-là. Et donc là, après, dans 5 ans, on verra. Après, il y aura tout un pan à développer sur les singularités et tout ça, mais bon, ça, on n'y est pas encore. Quoique. Moi, je terminerai avec un trait d'humour. J'espère que là, on va réorienter les priorités. J'espère avoir une IA qui plutôt fasse le ménage et la vaisselle plutôt que fasse de la musique et des poèmes à ma place. Je ne sais pas si tu veux rajouter un petit truc, Nicolas Non, moi c'est bon. Il y a juste Emmanuel, effectivement, qui remonte un point qui est primordial, je pense. Il indique, à titre personnel, je suis plus concerné par les soucis de propriété intellectuelle des données d'entraînement. Ça concerne les IA grand public. Oui, effectivement, c'était pour ça aussi la vanne sur Netflix. On est bien d'accord que il y a un gros problème aujourd'hui sur les contenus générés par les IA, comment ils sont utilisés, à qui ils appartiennent réellement, et les sources utilisées pour entraîner ces IA qui ne sont pas forcément open source, loin de là. Pour l'instant, il y a rien de borné, donc c'est un peu le western de ce côté-là, et c'est pas prêt, je pense, de se régler, puisque les mal de modèles qui sont entraînés par des privés, et du coup, on ne sait pas forcément quels sont. Donc oui, c'est un des principaux problèmes, je pense, et questions posées quand mon point de vue, je suis d'accord avec toi, Emmanuel. Je vais malheureusement clôturer. 20 questions en soc, etc. Mais nous avons déjà débordé. Je remercie tous ceux qui ont participé une fois de plus, d'être restés, d'avoir participé dans le chat, ça fait vraiment plaisir. Je remercie aussi nos deux consultants qui sont fait un joli talk
qui mériterait d'être encore plus étendu. Est-ce qu'on en refera un avec exactement les mêmes? Je ne sais pas. Et je remercie Nicolas aussi qui nous donne un petit coup de main aussi pour ramener aussi un peu d'avis, de prêcheurs et de questions très intéressantes.